Bonsoir, bienvenue sur Horreur à la carte. Partageons quelques histoires ensemble en explorant ce recueil et délectons-nous de cette angoisse. Installez-vous et commençons par cette première histoire. La cabane abandonnée. Je m'appelle Stéphanie, j'ai 23 ans et je suis étudiante en archéologie. En ce moment, je participe à des fouilles dans un petit village perdu au fond de la Creuse. Le village est tellement isolé qu'on dirait qu'il a été oublié du monde. Les maisons en pierre sont tombées en ruine, les champs sont envahis par les herbes folles et les habitants se comptent sur les doigts d'une main. L'un d'eux, un vieil homme barbu du nom de Joseph, m'a parlé d'une cabane abandonnée dans les bois. Il m'a dit qu'elle était habitée par une vieille femme il y a de nombreuses années, mais qu'elle est morte depuis longtemps et que personne n'y est jamais retourné. Intrigué, j'ai décidé d'aller explorer la cabane. Aujourd'hui, c'est le jour J. J'ai enfilé ma veste et mes bottes de randonnée et je me suis dirigé vers les bois. Le chemin est long et sinueux et le soleil commence déjà à se coucher. J'arrive enfin à la cabane. Elle est encore plus délabrée que je ne l'imaginais. Le toit est enfoncé, les fenêtres sont brisées et la végétation a envahi les murs. Je prends une grande inspiration et je pousse la porte. Elle grince horriblement et cède dans un nuage de poussière. L'intérieur de la cabane est sombre et humide. L'air est rassis et sent le vieux bois. Je distingue quelques meubles recouverts de draps blancs et une cheminée éteinte. Soudain, j'entends un bruit. Je me fige, le cœur battant à tout rompre. Le bruit se reproduit. Il semble venir de l'étage. Je monte les marches en silence. Mon imagination me joue en détour. L'étage est encore plus sombre que le rez-de-chaussée. La seule lumière provient d'une petite lucarne poussiéreuse. Je distingue deux chambres. La première est vide, à l'exception d'un vieux lit à baldaquin et d'une armoire à glace. La seconde est plus petite et plus sombre. Je m'approche de la porte et je l'en trouve. La pièce est glaciale. Un frisson me parcourt le dos. Je distingue une silhouette allongée sur un lit. Je m'approche et je découvre une vieille femme. Elle est immobile et ses yeux sont fermés. Je suis terrifié. Je veux m'enfuir. Mais je suis comme paralysé. Je m'approche encore un peu et je touche la main de la femme. Elle est froide et rigide. Je comprends alors qu'elle est morte. Je suis envahi par un sentiment de malaise. Je me précipite vers l'escalier et je descends en courant. Je sors de la cabane et je m'enfuis dans les bois. Je ne m'arrête pas de courir jusqu'à ce que j'arrive au village. Je raconte mon expérience à Joseph. Il est surpris et me dit qu'il n'a jamais entendu parler d'une morte dans la cabane. Il me conseille de ne plus jamais y retourner. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser à la vieille femme. Qui était-elle? Pourquoi est-elle morte seule dans cette cabane? Je suis déterminé à découvrir la vérité. Le lendemain, je retourne à la cabane. Cette fois, je suis accompagné de Joseph. Nous fouillons la cabane de fond en comble. Nous trouvons quelques vieux vêtements, des livres et des photos, mais rien qui nous donne d'indices sur la vie de la vieille femme. Dans la cheminée, nous trouvons une lettre brûlée. Nous parvenons à la reconstituer. La lettre est adressée à la vieille femme et elle est signée par un homme. Il lui dit qu'il l'aime et qu'il veut l'emmener loin d'ici. Je suis bouleversé par cette découverte. La vieille femme était amoureuse. Elle a voulu fuir avec cet homme, mais quelque chose s'est mal passé. Elle est morte seule et personne n'a jamais su ce qui s'est réellement produit. Je décide de faire des recherches sur l'homme qui a écrit la lettre. Je découvre qu'il était un criminel recherché par la police.
Il a été arrêté quelques années après la mort de la vieille femme, et il est mort en prison. Une fois l'histoire de la vieille femme élucidée, une étrange tranquillité s'installe. Plus aucun besoin de retourner à la cabane, pourtant, une sensation persistante me pousse à y repenser. S'agit-il du sentiment d'inachevé, de ne pouvoir lui offrir une véritable sépulture? Ou bien, autre chose? Les nuits à la campagne sont calmes, sauf ce soir. Un vent s'est levé, faisant gémir les branches des arbres et les volets des maisons abandonnées. Blotti sous ma couverture, j'entends un son distinct, un faible gémissement provenant de la forêt. Le même gémissement qui m'a glacé le dos à la cabane. Est-ce le vent? Sûrement. Mais l'insistance du son côté plaintif, humain presque, me taraude. L'envie de vérifier est forte, comme si un appel irrésistible me tirait vers la cabane. Je lutte contre mon instinct, me disant que ce n'est que la fatigue et mon imagination. Pourtant, à chaque gémissement, la résistance s'érode. Finalement, vaincu par cette force obscure, je m'habille, en silence, et m'approche de la fenêtre. La lune filtre à travers les nuages, projetant des ombres dansantes sur le sol. Je sors, hésitante, et me dirige vers la forêt, attiré par le son. Plus je m'enfonce, plus il se précise, semblant provenir de la direction de la cabane. J'atteins enfin la clairière, et la silhouette délabrée se dresse devant moi. Un éclair de lune révèle une forme sombre près de l'entrée. Le gémissement se répète, plus proche, plus désespéré. Mon cœur tambourine contre mes côtes. Suis-je folle d'être ici? N'importe qui d'autre aurait rebroussé chemin. Mais quelque chose me pousse à avancer, à comprendre. Je m'approche, tendu, prêt à fuir au moindre mouvement. La forme bouge, s'éloignant de l'entrée et se cachant derrière les arbres. Qui est là? Je crie, ma voix tremblante dans la nuit. Mais seul le vent répond en faisant bruisser les feuilles. J'avance avec précaution, scrutant les coins sombres. Soudain, une branche craque sous mon pied. Un hurlement strident déchire l'air nocturne. Mon sang se glace. Ce n'était pas un cri humain. C'était quelque chose d'autre, de primal, venu des ténèbres les plus profondes. Je n'ai pas besoin de réfléchir. Je fais demi-tour et me mets à courir, le souffle coupé, terrorisé. Le hurlement me poursuit, se transformant en des rires démoniaques qui résonnent dans mes oreilles même après avoir atteint la sécurité de ma chambre. J'ai quitté le village le lendemain, incapable de me défaire de ce sentiment d'être observé, surveillé. La cabane et son secret restent là-bas, dans la forêt obscure, et le soupir de son ancienne habitante, ou de quelque chose d'autre, continue de me hanter, toutes les nuits. La grotte des murmures. Je m'appelle Alex, j'ai 28 ans et je suis guide touristique en Islande. En ce moment, je guide un groupe de 6 personnes dans les hautes terres, une région sauvage et désolée. Ce trek est l'un des plus difficiles que je propose, et mes clients sont tous des randonneurs expérimentés. Aujourd'hui, nous marchons le long d'une crête montagneuse, surplombant un canyon profond. Le paysage est magnifique, mais aussi vertigineux. Je suis en tête du groupe quand j'aperçois une grotte à flanc de montagne. Elle est petite et sombre, et une étrange sensation m'attire vers elle. Je m'approche de la grotte et j'y entre, suivi par quelques-uns de mes clients. L'air est frais et humide. Un silence oppressant règne. Nous avançons prudemment dans l'obscurité, nos lampes frontales éclairant les parois rocheuses. Soudain,
j'entends un murmure. C'est un son faible, comme le vent qui souffle dans les arbres. Mais il n'y a pas de vent ici. Le murmure se fait plus fort, et il semble venir de l'intérieur de la grotte. Je suis glacé de peur. Mes clients sont également inquiets. Ils se serrent les uns contre les autres. Le murmure devient un chuchotement, et nous pouvons distinguer des mots. Ils sont dans une langue que je ne comprends pas, mais ils sonnent menaçants. Nous reculons lentement vers la sortie de la grotte. Le chuchotement devient de plus en plus fort, et nous avons l'impression que quelqu'un nous observe. Je suis le dernier à sortir de la grotte. Je suis sur le point de sortir quand je remarque quelque chose sur la paroi rocheuse. Ce sont des dessins. Ils sont grossiers et primitifs, et ils représentent des créatures humanoïdes au visage grimaçant. Leurs mains sont griffues et leurs dents sont pointues. Je suis horrifié par ces dessins, et je sais que nous devons quitter cet endroit. Nous reprenons notre marche, mais nous sommes tous changés. L'atmosphère est désormais pesante, et nous n'osons plus parler. Le murmure a disparu, et nous savons qu'il est toujours là, quelque part dans la grotte, attendant son heure. Le soir, nous campons dans une vallée verdoyante. Le soleil se couche, et les montagnes se teignent de nuances d'orange et de violet. La beauté du paysage est ternie par le souvenir de la grotte. Nous sommes tous fatigués, mais personne n'arrive à dormir. Le murmure résonne dans nos têtes et nous avons l'impression d'être constamment observés. Au milieu de la nuit, je suis réveillé par un cri. Je sors de ma tente et je vois l'un de mes clients, un homme d'une quarantaine d'années, debout au milieu du campement. Il est en état de choc et ses yeux sont hagards. Il me raconte qu'il a fait un cauchemar. Dans son rêve, il était dans la grotte et les créatures des dessins étaient vivantes. Elles l'ont attaqué et l'ont dévoré. Je suis bouleversé par son récit. Je sais que nous devons quitter cet endroit au plus vite. Dès l'aube, nous levons le camp et reprenons notre marche. Nous sommes tous pressés de quitter ces montagnes. La tension est palpable et nous n'échangeons que quelques paroles. Nous marchons pendant des heures sans nous arrêter. Le soleil est haut dans le ciel et la fatigue commence à se faire sentir. Mais nous n'abandonnons pas. Nous savons que nous devons continuer. Enfin, nous arrivons au bout du sentier. Une route goudronnée s'étend devant nous, symbole de la civilisation et de la sécurité. Nous nous précipitons sur la route et nous ne nous arrêtons que lorsque nous sommes sûrs d'être loin de la grotte. Nous sommes tous soulagés d'être en vie. Nous savons que nous avons échappé à quelque chose de terrible. Nous ne pourrons jamais oublier le murmure de la grotte et les dessins des créatures qui nous hantent encore aujourd'hui. L'ombre de l'observateur. Je m'appelle Petra, j'ai 32 ans et je suis bibliothécaire à Oslo, en Norvège. Je suis une femme plutôt solitaire et je n'ai pas beaucoup d'amis. Je passe la plupart de mon temps libre à lire ou à me promener dans la nature. Un jour, alors que je me promène dans la forêt près de chez moi, je rencontre un homme. Il est assis sur un banc et il semble perdu dans ses pensées. Il est grand et mince, avec des cheveux longs et noirs et des yeux bleus perçants. Je m'approche de lui et je lui demande s'il va bien. Il me répond que oui, qu'il s'appelle Eric et que c'est un artiste. Il me raconte qu'il est venu en Norvège pour trouver l'inspiration. Nous discutons pendant un long moment et je découvre qu'il est très intelligent et sensible. Je me sens tout de suite attiré par lui et nous convenons de nous revoir. Eric et moi commençons à nous fréquenter. Il est charmant et attentionné
et il me fait me sentir spécial. Je tombe rapidement amoureuse de lui. Cependant, il y a quelque chose qui me trouble. Eric est très possessif. Il veut savoir où je suis tout le temps et il ne me laisse pas voir mes amis. Il devient également de plus en plus violent. Il me crie dessus et même parfois il me frappe. Je suis terrifié, mais je n'arrive pas à le quitter. Je suis sous son emprise. Un jour, je décide de mettre fin à notre relation. Je lui dis que je ne veux plus le voir. Il est furieux et il me menace. Je suis obligé de fuir mon appartement. Je me réfugie chez une amie, mais Eric me retrouve. Il me harcèle sans cesse. Il me suit partout où je vais et il me téléphone des centaines de fois par jour. Je suis à bout de force. Je ne sais plus quoi faire. J'ai peur pour ma vie. Un jour, je décide de me battre. Je porte plainte contre Eric et il est arrêté. Il est condamné à une période de prison. Je suis enfin libre. Je peux recommencer ma vie. Je sais que je ne serai jamais complètement guéri, mais je suis déterminé à aller de l'avant. Je raconte mon histoire pour aider d'autres femmes qui sont victimes de violences conjugales. Je veux qu'elles sachent qu'elles ne sont pas seules et qu'il y a de l'espoir. J'ai décidé de créer une association pour aider les femmes victimes de violences conjugales. Je veux leur donner la force de se battre et de se reconstruire. Je sais que le combat sera long, mais je suis déterminé à faire avancer les choses. Je veux que toutes les femmes puissent vivre en sécurité et dans le respect. Le visiteur nocturne. Je m'appelle Ophélie, j'ai 32 ans et je vis seule dans une petite maison de ville à Strasbourg. La nuit est tombée depuis longtemps et le silence règne dans la rue. Je suis allongé dans mon lit, incapable de dormir. Un sentiment d'angoisse m'oppresse, comme si quelque chose n'allait pas. Soudain, un bruit sourd me fait sursauter. Je me fige, l'oreille tendue. Le silence qui suit est encore plus pesant que le bruit lui-même. Mon cœur bat à tout rompre dans ma poitrine. Je me lève lentement et me dirige vers la source du bruit, le salon. La lumière de la lune filtre à travers les fenêtres, projetant des ombres dansantes sur les murs. Je distingue une silhouette sombre se mouvoir dans la pièce. Un cri d'effroi s'échappe de ma gorge. La silhouette se retourne vers moi, ses yeux brillants dans l'obscurité. C'est un homme, grand, vêtu de noir. Il me fixe avec un sourire cruel. « Ne crie pas !» me chuchote-t-il d'une voix rauque. « Je ne te ferai pas de mal. » Je ne le crois pas. Je tremble de tout mon corps, incapable de bouger. « Où sont les bijoux ?» demande-t-il, sa voix toujours aussi menaçante. « Je ne sais pas, » dis-je. « Ne mens pas, » hurle-t-il. « Je sais qu'ils sont ici. » Il se précipite vers moi, un couteau à la main. Je ferme les yeux, attendant le pire. Je sens son souffle chaud sur mon visage, sa main froide et poisseuse se refermant sur mon bras. Un cri silencieux s'échappe de ma gorge. Je suis paralysé par la peur, incapable de bouger ou de penser. Soudain, un objet lourd heurte le mur avec un bruit sourd. Le cambrioleur lâche mon bras et se retourne brusquement. Dans l'ombre, 2 silhouettes se dessinent à l'entrée du salon. « Ne bouge pas !» hurle une voix masculine, ferme et autoritaire. C'est mon voisin, Pierre, un géant jovial d'une 40aine d'années. À côté de lui se tient sa femme, Anna, petite, mais avec un regard déterminé. Le cambrioleur hésite. Pris au dépourvu, il jette un rapide coup d'œil à la fenêtre, puis à son couteau. Il sait qu'il est piégé. Il me lâche brusquement et se précipite vers la fenêtre.
Pierre court après lui, mais le cambrioleur est agile et rapide. Il saute par la fenêtre, disparaissant dans la nuit. Pierre revient vers moi, son visage marqué par l'adrénaline. Anna m'enlace dans ses bras, me réconfortant silencieusement. Je tremble violemment, le choc m'envahissant. « Ophélie, ça va aller », me rassure Pierre, me posant délicatement sur le canapé. « Les secours arrivent. » La police débarque rapidement, les gyrophares rouges illuminant la rue paisible. Je raconte mon histoire aux agents, mon récit ponctué de tremblements et de larmes. Ils prennent l'affaire au sérieux, inspectant la maison à la recherche du moindre indice. Plus tard, Pierre et Anna m'aident à nettoyer le désordre laissé par le cambriolage. Malgré la peur qui m'étreint toujours, je me sens reconnaissante de leur présence. Ils me rassurent, me font rire et me proposent même de rester dormir chez eux. Cette nuit d'enfer a laissé une marque indélébile, mais la compassion humaine m'aide à l'affronter. Je sais que je ne suis pas seul, et c'est la première lueur d'espoir dans l'obscurité de cette épreuve. Les semaines qui suivent le cambriolage sont marquées par un mélange de peur et de soulagement. La police n'a toujours pas retrouvé le cambrioleur, ce qui nourrit mon anxiété. Pourtant, le soutien de Pierre et Anna est inestimable. Ils m'aident à renforcer les portes et les fenêtres de la maison, me font installer un système d'alarme et surtout me redonnent un sentiment de sécurité. Un soir, alors que je suis seul à la maison, le vent se lève soudainement, faisant claquer les volets. Les ombres dansent sur les murs, ravivant les souvenirs douloureux de la nuit du cambriolage. Mon cœur s'emballe, et je frissonne malgré la chaleur du thermostat. Soudain, un bruit sourd provenant de la fenêtre du salon me glace le sang. Je me fige, mon souffle coupé. Est-ce que... Non, ce n'est pas possible. Je me force à respirer profondément et me rapproche de la fenêtre. Un objet lourd dans la main. J'écarte lentement le store et regarde dehors. La pluie tombe à torrents, le jardin plongé dans l'obscurité. Le bruit semble avoir disparu. Est-ce que je l'ai imaginé? Suis-je devenu paranoïaque? Je reste là un long moment, l'oreille collée à la vitre, me forçant à me calmer. Plus aucun bruit ne se fait entendre. Le souvenir de Pierre et Anna me revient. Ils m'ont appris à faire face à la peur, à ne pas la laisser me contrôler. Je ne pas céder à la panique. Je ferme le store et allume toutes les lumières de la maison. Le système d'alarme est armé, prêt à me protéger de toute intrusion. Je m'enveloppe dans une couverture chaude et me blottis sur le canapé, un livre entre les mains. Cette nuit-là, je ne dors pas parfaitement. Le souvenir du cambriolage et le bruit de la fenêtre me hantent. Mais je ne ressens plus la même terreur paralysante. Je sais que je suis en sécurité, entouré par le soutien de mes amis et ma propre force intérieure. Le cambriolage a été une épreuve traumatisante, mais il m'a également permis d'apprendre quelque chose de précieux. La résilience. J'ai découvert une force en moi que je ne soupçonnais pas. Une capacité à faire face à mes peurs et à surmonter les difficultés. Et même si les ombres peuvent parfois sembler menaçantes, je sais maintenant qu'il existe toujours une lumière capable de les dissiper. Le stalker de Rio. Je m'appelle Mariana, j'ai 28 ans et je vis à Rio de Janeiro. La chaleur est accablante en cette fin d'après-midi et les touristes se pressent dans les rues animées de Copacabana. Je termine mon service dans un café du centre-ville où je travaille. En rentrant chez moi, je remarque un homme qui me suit. Il est grand et mince, vêtu d'un long manteau noir malgré la chaleur. Son visage est caché par un chapeau et des lunettes de soleil. Je me sens soudain mal à l'aise. Un frisson me parcourt l'échine. J'accélère le pas, espérant le semer. Mais il reste obstinément derrière moi. Je me faufile dans une ruelle sombre, espérant qu'il me perde de vue. Mais il est toujours là, son ombre me suivant comme une malédiction. Je commence à courir, paniqué. Je ne sais pas qui est cet homme, ni ce qu'il veut.
mais je sais que je suis en danger. Je traverse la rue sans regarder, frôlant un taxi. Le klaxon retentit, me faisant sursauter. Je m'engouffre dans un immeuble, à bout de souffle. Je me cache dans un local poubelle, le cœur battant à tout rompre. Je suis terrifié. Après quelques minutes, je me force à sortir. Je dois rentrer chez moi. Je fais le trajet en taxi, le regard constamment rivé sur la vitre arrière. Mais l'homme n'est plus là. Est-ce que je l'ai imaginé? Je n'en sais rien. Mais une chose est sûre, je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. La nuit, à l'abri de mon petit appartement de Flamengo, la peur se transforme en colère. Comment quelqu'un a-t-il pu me suivre aussi facilement au cœur de la ville la plus touristique du Brésil? Je passe en revue ma journée, fouillant ma mémoire à la recherche d'un détail inhabituel. Soudain, je me souviens. Un homme m'a abordé dans une boutique de souvenirs. Il prétendait vouloir savoir où acheter le meilleur café. Il portait le même manteau et les mêmes lunettes. Mais je n'avais pas fait le lien à ce moment-là. La panique ressurgit. Ce n'était pas une coïncidence. Il m'a délibérément suivi. Je contacte une collègue, Sofia, qui connaît bien les rues de Rio. Je lui raconte tout, la voix étranglée par l'émotion. Elle comprend immédiatement et m'assure qu'on va trouver une solution. Le lendemain, je me sens suivi à nouveau. Cette fois, c'est un motard qui me colle de trop près, me lançant des regards insistants. La peur devient écrasante. Elle m'empêche de vivre normalement. Sofia me recommande d'aller voir la police. Mais je suis sceptique. Les dossiers de stalking se perdent souvent dans les méandres du système judiciaire. Pourtant, je n'ai plus le choix. Je dépose une plainte, fournissant le descriptif de l'homme et racontant mes observations. L'officier qui me reçoit est blasé, habitué à ce genre de plainte. Mais quand je lui mentionne l'homme du magasin de souvenirs, il se redresse. Il s'appelle Felipe, connu pour harceler les touristes, surtout les femmes. Un petit espoir naît dans ma poitrine. On me conseille de changer mes habitudes, de rester vigilante et de ne pas hésiter à appeler si je le revois. Jour et nuit se succèdent, dans une angoisse perpétuelle. La peur de croiser Felipe me cloue parfois chez moi, me séparant de la vie animée que j'adore. Je sors peu, toujours accompagné de Sofia ou d'un groupe d'amis. Pourtant, le stalker de Rio n'a pas disparu. Un soir, alors que je rentre avec Sofia en Uber, elle remarque une moto qui nous suit depuis plusieurs rues. Mon cœur se glace. C'est lui. On demande au chauffeur de changer de route, en zigzagant dans les rues étroites de Santa Teresa. La moto nous colle toujours. La panique monte. Je pense à un plan d'urgence. Soudain, Sofia a une idée. On demande au chauffeur de s'arrêter devant un commissariat illuminé. Felipe hésite. Il ne s'attendait pas à ça. On saute de la voiture et crions « Au secours! On se fait suivre !» Plusieurs policiers sortent immédiatement. Felipe, pris par surprise, tente de faire demi-tour, mais la rue est bloquée. On le pointe du doigt, terrifié mais soulagé. L'arrestation est rapide. On raconte notre histoire aux policiers qui reconnaissent Felipe. Ils le fouillent et trouvent sur lui des photos de moi prises en secret. On prend nos dépositions, cette fois avec un flic compréhensif et déterminé. L'arrestation de Felipe fait les titres des journaux locaux, mettant en lumière le problème de harcèlement de rue croissant à Rio. Ce n'est pas la fin, je le sais. Felipe pourrait être libéré. Je pourrais croiser d'autres regards insistants dans la rue. Mais cette fois, la peur ne me paralyse plus. Je sais que je ne suis pas la seule, que la solidarité et la dénonciation sont mes armes. Je reprends doucement ma vie, avec plus de prudence, mais toujours avec la compassion qui me guide.
Le stalker de Rio pourrait m'avoir suivi, mais il ne m'a pas brisé. Il m'a rendue plus forte, plus consciente du monde qui m'entoure, et plus déterminée à en faire un endroit plus sûr pour les autres. J'espère que ces histoires vous auront donné quelques frissons. Si cela ne vous a pas trop effrayé, n'hésitez pas à commenter et à rejoindre la communauté. Et surtout, pensez à verrouiller votre porte.